Donc sur l'exercice 3 sur le dosage du soufre, donc là c'est un sujet presque de concours, enfin une portion de sujet de concours, où là vraiment on va vous faire travailler sur un diagramme existant, on peut vous faire tracer une portion d'un diagramme qui n'existe pas, bon là en l'occurrence je pense qu'on va peut-être un petit peu plus loin que ce qui est attendu, et après on effectue un protocole de titrage qui va pas être très 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 simple, mais pour autant qui, lorsqu'on suit bien les étapes, va permettre de bien d'arriver au bon résultat, donc qui est le dosage d'éléments soufrés. Donc on vous donne différentes espèces, donc S, HSO4-, SO4-, H2S, HS-, S2-. Donc on vous demande dans ce graphe d'identifier chacune des espèces repérées par la lettre A, B, C, D, E jusqu'à F. Donc déjà ce que l'on peut constater, c'est que on va avoir soit des zones verticales, enfin des séparations verticales entre C, E et F, donc là c'est le même nombre d'oxydation, pareil entre A et D, et par contre c'est différent pour B. Donc il suffit de regarder un petit peu les espèces qu'on a. On a S solide, donc nombre d'oxydation 0, et après HSO4- et SO4-, bah là ça a l'air d'être un couple acide-base classique, H2S, HS- aussi, et HS-, S2- aussi. Donc déjà, juste par identification rapide, on a plusieurs couples acide-base. Donc on va avoir H2S, HS-, HS-, S2- d'une part, HSO4-, SO4-, et puis on a S qui a pas. Donc là, sans trop se poser de questions, là ici c'est H2S, HS-, S2-, parce qu'on va avoir effectivement du plus acide au plus basique. H2S donnera HS- plus H+, et HS- donnera S2- plus H+, aussi. Et au-dessus, on va forcément avoir HSO4- pour des pH très acides, et SO4-, pour des pH plus basiques. Donc B, c'est forcément le S solide. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sans trop se prendre la tête. Après, donc du fait des frontières verticales, si on veut continuer quand même à écrire un petit peu, hein, justifier à l'écrit, donc délimitant des espèces de même nom d'oxydation, on peut identifier en bas H2S, HS-, S2- par basicité croissante. De même HSO4- et SO4-, et par déduction B égale à S. Si on veut être juste un peu plus précis, il suffit de regarder aussi les nombres d'oxydation de S dans H2S, qui va être égal au nombre d'oxydation de S dans HS-, qui est égal au nombre d'oxydation de S dans S2-, C-2. Nombre d'oxydation de S, c'est 0. Et nombre d'oxydation de S dans SO4-, qui est aussi égal au nombre d'oxydation de S dans HSO4-. Ça va être égal à moins 2 moins 4 fois nombre d'oxydation de O. Ça vient du fait que NO de S plus 4 NO de O égale la charge totale qui vaut moins 2. Et ça ici, donc le nombre d'oxydation de O, on suppose que c'est moins 2 par hypothèse courante. Donc ça fait moins 2 plus 8, c'est-à-dire plus 6. Donc on est bien par nombre d'oxydation croissant. Là ici c'est la zone avec des moins 2, là c'est 0, et là c'est plus 6. Et donc on va bien par nombre d'oxydation croissant. Donc
Donc là, ça permet de justifier de manière un petit peu plus rigoureuse. Si on avait eu par exemple que des couples avec seulement 2 couples acides-bases, l'un en bas, l'un en haut, là la question se posait davantage. Donc vous pouvez trancher évidemment par le nombre d'oxydations. Là ici sont des couples acides-bases, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire les équations chimiques entre H2S et HS- et S2-. Là c'est vraiment trivial. Quand ça ne l'est pas, là vous écrivez bien vos équations chimiques. S'il y a un doute, de toute façon, il vaut mieux. Ok, on vous demande ensuite de retrouver le coefficient directeur théorique de la frontière entre D et F. Donc entre D et F. Donc D, c'est du coup SO4 et S2-. Donc entre SO4 et S2-. Donc on écrit la demi-équation électronique, SO4 d'un côté, S2- de l'autre, donc l'élément soufre, il n'y a pas de problème, on rajoute 4H2O, on rajoute 8H+, on compte les charges, ici je vais avoir 2-, 2-, donc j'ai forcément 8 électrons pour faire 2- à gauche et 2- à droite en tout, donc ça c'est liquide, ça c'est aqueux, ça c'est aqueux, ça c'est aqueux. Donc le potentiel c'est égal au potentiel standard, plus 0,06 sur 8, logarithme de concentration de SO4 concentration de H+, à la puissance 8, sur concentration de S2-, et c'est tout. Est-ce qu'on vous donne des conditions de frontière? Donc, concentration en chacune des espèces dissoutes égale à 1,10- 2 mol par litre, donc ça, à la frontière, SO4 égale S2- égale 10-2 mol par litre. Donc il va me rester E égale à E standard du couple, d'ailleurs je l'avais pas écrit, SO4 S2-. Et là on va avoir le 8 qui se simplifie avec le 8 du H+, et log de H+, ça fait moins pH, donc il vous reste moins 0,06 pH. Donc pente de moins 0,06 volts par unité de pH. On vous dit qu'on ajoute du soufre dans un bécher contenant de l'eau désaérée, donc pas de dioxygène dissous, puis on introduit de la soude concentrée. On vous demande de décrire les phénomènes observés et écrire l'équation de la réaction observée. Donc, on vous dit qu'on a du soufre. On va superposer le diagramme potentiel pH de l'eau. Donc, il y en a un qui part à 1,23 avec une pente de moins 0,06, et un autre, je sais pas où est ma règle. Si c'est pas magique ça. Donc, normalement, je pense que ça doit être à peu près juste. Donc, il y en a un qui a 0. Oh, c'est magique. C'est encore mieux qu'une vraie règle. Et l'autre a un 23. Donc là, ici, je vais changer de couleur. Là, je vais avoir H2O, là j'ai O2, et là j'ai H2. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'on constate? Le soufre, il a un domaine commun avec l'eau. Donc là, il n'y a pas de problème. Il peut, à faible pH, être stable en solution, il n'y a pas de souci. Ce que l'on constate, c'est à partir d'une certaine valeur de pH, qui va être cette valeur limite, il n'y a plus possibilité d'avoir le soufre qui existe, que ce soit dans l'eau ou d'ailleurs ailleurs, mais de toute façon c'est toujours par rapport à un diagramme potentiel pH de l'eau, donc là on est autour de 8, 9, 10, 10, et des brouettes 10,2. Ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir S qui existe dans l'eau. Qu'est-ce qui va se produire? Donc là c'est une réaction pas entre le soufre et l'eau, c'est bien le fait que le soufre ne peut plus coexister en solution, et
il va être au profit du coup de HS- et SO4-. Ça va être une réaction de... Je vous laisse réfléchir. De dismutation. Donc il réagit sur lui-même pour former SO4- plus HS-. Donc il s'auto-détruit, hein, entre guillemets. Donc, je fais ma question 3. Donc, à partir de... Enfin, pour un pH inférieur à environ 10,2, le soufre solide possède un domaine commun d'existence commun avec l'eau. Au-delà, donc du fait de l'ajout de soude, le soufre réagit sur lui-même selon une réaction de dismutation. Donc, si je représente juste en termes de couple, là ici, je vais avoir un couple S avec HS- et un autre S SO4-. S HS- et S SO4-. Bien vu le réducteur. Ce qui me surprend, c'est pourquoi ça va être favorisé quand même. Parce que là, je fais pas un gamma. Je suis pas en train de dire de bêtises, c'est bien l'oxydant à gauche, oui. Et c'est bien SO4- qui est l'oxydant par rapport à S. Ah oui, si, non, c'est normal. C'est normal, c'est qu'à partir du pH de 10, en fait, le potentiel du couple S-HS- devient plus grand que celui du couple S-SO4-. Oui, non, c'est parce que là, je me représente justement encore avec un pH constant. Si je refais par rapport à l'explication usuelle, là ici j'ai la frontière S, SO4-, et pour reprendre à peu près l'allure, S, HS-, on est un peu plus plat. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu exagéré, mais clac. Là ici, je vais avoir donc S, HS-. Donc là, j'ai toujours S, HS-, et là, j'ai toujours SO4-, S. Donc voilà, excusez-moi. Et donc là, en fait, si on avait prolongé les frontières initiales, et c'est là où il y a un souci, hein, justement, là on est à 10,2, SHS-, donc S va avoir un potentiel plus élevé, enfin le plus élevé en tant qu'oxydant, et il va pouvoir réagir avec le S, donc lui-même, avec un potentiel qui est plus faible, donc le réducteur, donc on a une réaction qui est effectivement favorisée. Donc ça veut dire que là ici, moi je vous conseille d'écrire les deux demi-équations électroniques, quitte à réajuster ensuite, hein. Donc vous avez S
qui donne HS-, donc en équilibre avec des plus H+, plus 2 électrons, plus... Pourquoi je mets plus 2H+, plus H+, plus 2 électrons. Donc ça c'est la première équation. Et la deuxième, ça va être SO4 de moins donne S. Donc là j'équilibre en rajoutant plus 4H2O. Là plus 8H+. Et là j'ai besoin du coup de 6 électrons pour avoir une charge nulle. Donc j'écris comme ça, je fais réagir ça avec ça, je vais avoir le même nombre d'électrons échangés, donc j'ai multiplié cette équation-là par 3, celle-ci par moins 1, entre guillemets, pour inverser, et donc au bilan, il va me rester donc 3S plus S, c'est-à-dire donc 4S solide, plus... Alors les H+, je vais en avoir 3 à gauche, mais 8 à droite, donc il va y avoir 5 électrons à droite, 5 H+ à droite. Donc là c'est les H+, les HS-, je vais en avoir plus 3 HS- à droite. Et pour la deuxième équation, je vais avoir 4H2O. Les 8 H+, j'ai déjà occupé, et les SO4 de moins, je les ai à droite. Magie, magie. Voilà, donc 4S plus 4H2O donne 5H+ à queue, plus 3H- à queue, plus SO4 de moins à queue. Honnêtement, ça s'invente pas. Hein. En termes de coefficients, là, vous pouvez pas le trouver au hasard en disant je mets S à gauche et je mets SO4 de moins à droite. Après, là, ça me va pas, c'est pour ça que je l'ai pas encore encadré, parce que là, ici, je fais intervenir H+, alors que je suis en milieu basique. Donc, soit en milieu basique, et quand même un pH supérieur à 10,2. On va avoir 4S solide, plus 4H-, ça fait H2O, donc parce que j'ai rajouté, pardon, c'est 5H-. 5H+, plus 5H-, ça fait 5H2O, il y a 4H2O à gauche, donc il reste un H2O à droite et 5H- à gauche, plus 3HS-, plus SO4 de moins. C'est très moche, mais ça se fait. Ça c'est à queue, ça c'est liquide, à queue, à queue. Normalement ça doit être équilibré, je l'espère, donc c'est équilibré sur les S, 5O, 5O, sur les H, j'ai 5H, 2 et 3, 5, ça c'est bon, et en termes de charge, là j'ai 3-, donc 5- avec 5H-, donc c'est bon. Donc, les phénomènes observés, avec l'équation de la réaction observée, donc ça veut bien dire que le soufre va disparaître, hein, le précipité solide disparaît. Au profit des ions. Donc en termes d'observation, on observera que le soufre va se dissoudre finalement, même si en fait c'est pas une dissolution, c'est bien une réaction chimique d'oxydoréduction. Alors, la question suivante, on vous dit qu'on laisse à l'air libre pendant plusieurs heures une solution de H2S. On constate alors la présence d'un trouble jaunâtre, proposer une interprétation. Donc, à l'air libre, ça veut dire présence de O2, dissous en solution aqueuse. Donc, si on revient sur le diagramme, donc je pars de H2S, et je le mets avec O2. Déjà, ce que l'on constate, c'est que H2S n'a pas de domaine de prédominance, enfin si un tout petit peu, à pH très acide. Mais sinon, il n'a pas de domaine de prédominance avec l'eau. Sous réserve que mon tracé soit à peu près correct. Hein. Mais normalement, sur les pentes, on ne doit pas être trop mal. D'ailleurs, ça peut se vérifier, hein, à pH égale 10, vous devez être à moins 0,06. Donc ouais, c'est pas parfait.
effectivement un point de repère pour les pentes, hein, c'est celui-là. Donc là, à 10, je dois être ici. Je vais juste le refaire. Parce que ça a légèrement changé la donne quand même. Voilà. Donc si, en fait, j'ai rien dit, H2S, il a un petit domaine, très léger, en commun avec H2O. Donc si c'était de l'eau désaérée, on pourrait dire, normalement, il se passe rien. Le fait de le mettre en présence de O2, bah là, on va avoir H2S avec O2, qui eux sont des domaines de prédominance disjoints, donc ils vont pouvoir faire des chocs à pic. O2 va se réduire en H2O, et H2S va se réduire en soufre solide, tant que je suis à un pH inférieur à 10. Donc tant que je suis sur une solution pas trop basique, j'aurai bien apparition du coup d'un précipité jaunâtre, et donc c'est pour ça qu'on a un trouble jaunâtre. Donc, d'après le diagramme de prédominance, d'après le diagramme de pH, H2S est disjoint de O2, il est donc oxydé en soufre solide, donc si pH inférieur à 10, et O2 réduit en H2O. Donc soit sous forme H+, soit sous forme H-, selon le pH considéré pour la solution. Donc précipité jaune lié à S solide, comme dit dans l'énoncé, hein, il est de couleur jaune. Ok. Alors sur la question 5, on vous demande de tracer le diagramme potentiel pH en le superposant à celui fourni. Donc là ça va commencer à devenir le bordel. Donc on va essayer de le faire à part au brouillon, et ensuite on fera de manière définitive sur le diagramme initial. Donc on vous dit que la convention suivante est adoptée, donc sur une frontière la concentration de chaque espèce est prise à 10-1 mol par litre, et on vous dit qu'il faudra tenir compte d'une dismutation. Donc la méthode est la suivante, vous construisez le diagramme de manière classique, vous repérez ce qui est instable, et après vous réécrivez l'équation bilan avec les seules espèces réellement présentes et exploiter la continuité du potentiel. Donc on a 3 espèces, I3-, I-, IO3-. Donc on refait la même chose que d'habitude. 1. Les nombres d'oscillation. 2. Des frontières verticales s'il y en a, là où il n'y en aura pas. 3. Les frontières horizontales ou obliques. Et du coup entre les différentes espèces, les nombres d'oscillation en allant par ordre croissant. Donc 1. Les nombres d'oscillation. Donc I3-. Pour I3-, donc là, le nombre d'oscillation de I, il vaudra moins 1/3. Ça c'est du statistique, puisque dans les faits, vous ne pouvez pas avoir un coefficient qui n'est pas entier. C'est-à-dire qu'il y en a un I sur les 3 qui est en fait un nombre d'oscillation de moins 1. I-, son nombre d'oscillation, bah, c'est moins 1. Et ensuite pour IO3-, bah là, en nombre d'oscillation de I plus 3 fois le nombre d'oscillation de O égale moins 1. C'est charge totale. Ça ici, ça fait 3 fois moins 2. Donc ça fait moins 6, donc ça fait plus 6 avec moins 1, ça fait plus 5, donc le nombre d'oscillation de I dans ces cas-là vaut plus 5. Donc par ordre croissant, I3-, I-, IO3-. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en termes de structure, si je regarde, clac, je n'ai même pas besoin de faire de... Je vais forcément avoir quelque chose comme ça. Donc I3-, I-, IO3-. Donc maintenant, il faut travailler avec ça. Donc frontière I3-, I-, puis frontière I-, IO3-.
Donc I moins, I3 moins. Donc 3I moins donne I3 moins. Et en termes de charge, j'ai écrit une connerie, non? Oui, j'ai écrit une connerie. Je suis en train de me dire, il y a un problème. Donc là, c'est ici qu'il y a I3-, et là, c'est I-. Je suis en train de me dire, mais les électrons, ils vont pas être du bon côté. C'est normal. Donc, hop, on revient. I3-, ça c'est le direct qui veut ça. Hein. Donc 3I-, et là, donc j'ai une charge électron, donc je dois en rajouter 2. Donc du coup, le potentiel, c'est le potentiel standard du couple I3-, I-, plus 0,06 sur 2, logarithme de I3- en concentration sur I- au cube. À la frontière, I3- égale I- égale la concentration de tracé, c'est-à-dire 1,010-1 mol par litre. Donc E égale à E standard, donc on vous les donne au tout début de l'exercice. On vous dit que c'est 0,54 volts. Donc plus 0,03 logarithme de quoi? De 1 sur 10-1 au carré, puisqu'il y en a un qui se simplifie, parce que sinon ce serait 10-1 sur 10-1 au cube, et 10-1 au carré ça fait 10-2, log de 1 sur 10-2, ça vous fait moins log de 10-2, donc ça vous fait plus, enfin ça fait log de 10 puissance 2, donc ça fait 2, et donc ça fait 0,54, j'avais écrit, plus 0,03 fois 2, donc plus 0,06, donc ça vous fait 0,60 volts. Donc ça c'est la première frontière. Deuxième frontière, IO3-, I3-. Même chose, IO3-, I3-. Donc là ici je vais avoir 3 IO3-, j'ai I3-, plus quoi? Je vais avoir 3 fois 3, 9 H2O. Donc du coup j'ai 18 H+. Aïe aïe aïe, ça commence à devenir moche. Hein. En termes de charge, donc là j'ai une charge à droite, j'en ai 3 à gauche, plus 18, 3, charge plus, donc là j'ai 15 plus, et là j'ai 1-, donc il faut que je mette plus 16 H+, plus 16 électrons, pardon. Allez, je me souvenais que c'était une pente complètement merdique. Donc ça c'est à que, c'est liquide. Donc E égale E standard de IO3-, I3- qui je ne pense si vous est donné, dit, plus 0,06 sur 16, logarithme de IO3- au cube, H plus puissance 18 sur I3-. On est content, hein? Donc à la frontière, E égale 1,17 volts, plus 0,06 sur 16, logarithme de 10-2, moins 0,06 fois 18 sur 16 pH. Puisque H plus puissance 18, ça va vous, en log, ça vous fait moins 18 pH. Donc 18 sur 16, ça fait 9 huitièmes. Hein. 9 huitièmes, je suis pas sûr que ça se simplifie beaucoup. 9 huitièmes fois 0,06. En l'occurrence, le 8, ça fait 4 fois 2. Donc là, ici, le 2, ça se simplifie avec 3. 3 9, 27, 27 quarts, ça tombe pas juste, mais c'est comme ça. Donc, numériquement, là ici, je vais quand même le faire parce que là ça va me gonfler. Logarithme de 10-2, ça fait moins 2, donc ça fait moins 2 16e. Donc 0,06 sur 8.
Donc là, il faut que je retranche ça de 1,17. Donc ça fait moins 16, hein, enfin 16, on va arrondir. Donc 1,16. Moins 0,0675 pH. Ouais, je vais peut-être pas arrondir, je vais mettre un chiffre supplémentaire, si on a besoin d'une petite précision supplémentaire, même si dans les faits il faudra arrondir. Ok, voilà ce qu'on a. Donc maintenant on peut faire un tracé. Alors, est-ce que j'aurais pas intérêt, si j'ai encore en mémoire le diagramme précédent, ouais, parfait. Donc, la première frontière, c'est à 0,60 volts. Et on va utiliser encore notre magnifique outil. Et le deuxième, on vous avait dit que c'était une pente de moins 0,0675, donc ça veut dire que à pH égale 10, donc 7, 8, 9, 10, je suis à peu près 0,0675. Ah, je suis peut-être un peu fort. On va plutôt être ici. Donc, je repère ma pente, voilà, et je démarre avec une ordonnée à l'origine de 1,16. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je recomplète. Je sais que je vais avoir la première frontière qui est, que je dise pas de bêtises, I3 moins I-. Et là, je vais avoir IO3 moins, I3 moins. Je vais redessiner en vert, ici, I3 moins, I moins. Et là, je vais avoir I3 moins, IO3 moins. Et donc là, ce que l'on constate, c'est que au-delà du pH de croisement qui va être autour de 8,5 par là, qu'on trouvera par calcul, eh bien, I3- va forcément se dismuter, puisqu'il est à la fois dans deux endroits, dans deux domaines disjoints, si on regardait quel que soit le pH. Donc c'est bien ce qu'on nous dit dans l'énoncé, hein, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc au-delà de pH à peu près égal à 8,5, I3- se trouve dans deux domaines disjoints, et donc réagit. Et se dismute. Donc ça veut dire qu'il faut considérer que le couple, du coup, IO3- I-. Donc, valeur du croisement, ça on peut la chercher. Donc ça c'est pour 0,60 égale du coup, si je reprends 1,16 de 0,0675 pH. Je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc ça me donne pH qui vaut 1.1625.6. Je trouve 8,3. Donc pour pH supérieur à 8,3, on a donc le couple IO3- I-, donc là j'ai
j'ai pas d'équilibre à faire sur les i, je dois rajouter 3 H2O, donc 6H+, et du coup en termes de charge, j'ai 1 moins 1 moins, donc là c'est plus 6 électrons. Donc là il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est la queue, c'est la queue, c'est la queue. Donc le potentiel, c'est le potentiel standard de IO3- qui vous est pas donné, I-, mais on s'en fiche, plus 0,06 sur 6, logarithme de IO3-, H plus à la puissance 6, I-, et donc à la frontière, je vais avoir IO3- qui vaut I-, et donc E égale à E standard, couple IO3- I-, qu'on ne connaît pas, moins 0,06 pH. Mais ce que l'on sait, même si je ne connais pas le potentiel standard, c'est que je vais avoir continuité du potentiel. Donc tracé en se servant de la continuité du potentiel. Donc dans les faits, vous allez avoir une droite qui est de pente moins 0,06, donc qui sera de pente légèrement plus faible que celle-là. Donc par exemple, si je pourrais le faire un peu plus rigoureusement, 7, 8, 9, 10. Là. Je me suis craqué complètement sur la position du 0,06. 8, 9, 10. Je suis ici. On a une légère cassure qui est pas très nette, mais c'est comme ça. Et donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus non plus. Et il me reste I-, I3- et IO3-, et donc IO3- va être sur la zone globale, I- sur l'autre zone globale, et j'ai juste I3- qui est enclavé sur une petite zone jusqu'à pH égale 8,3. Donc voilà ce que l'on pouvait du coup dire sur le diagramme potentiel pH de I-, enfin de l'iode. Donc si on vient le refaire sur l'autre, alors je vais peut-être faire un copier-coller pour pouvoir la voir. Parce qu'on va s'en servir pour la suite. Ok, hop, ça j'enlève. Ça j'enlève, ça je peux enlever les traits. Donc là j'ai fait en rouge, en vert, je vais faire en bleu ciel, parce que c'est joli. Donc j'ai mis une frontière horizontale à 0,6. Jusqu'à peu près ah, c'est pour il m'efface le trait complet. Bon, je vais faire le 7,8,3, je vais le repérer. On va mettre quelque part ici. Ensuite, j'ai une frontière qui démarre de 1,16 et qui est pentue avec une pente qui est légèrement plus importante. On va faire un truc comme ça. De toute façon, c'est une allure. Et à la fin, c'est un petit peu moins pentu. Et on est parallèle
la courbe O2 H2O. Parce qu'on est à la même porte. Et donc là, chez I-, I3-, IO3-. Donc voilà les trois superposés. C'est parti pour l'étape la plus dure. Donc là, je vous conseille à ce moment-là de mettre sur pause. Et si vous aviez eu du mal à faire la suite, bah là, faites la suite en ayant les diagrammes au complet. Vous pouvez peut-être écouter un petit peu l'analyse que je fais du protocole, et ensuite vous essayez vraiment de bien interpréter complètement le mode opératoire, et in fine d'obtenir la concentration de la solution en sulfure qui vous est demandée. Donc, première étape. Je vais faire des petits schémas. Hein. Donc, je fais la question 6. On vous dit, on a du diiode dans Ki en excès. Donc, on a I2 plus I-. Et on ajoute... C'est vache qu'on vous mette ça. Ah oui, si, c'est marqué au tout début. Le diode en présence de Ki forme I3-. Ce que j'allais dire, si on vous dit pas que ça fait I3-, ça ne marche pas. Donc, on part d'une solution de I3-, et on rajoute 20 ml de HO-. Donc, pH augmente. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, réfléchissez 2 secondes. Ensuite, on vous dit qu'on rajoute donc une solution de sulfure de sodium, donc Na2S attitré. Donc, en fait, on rajoute S2-. Que se passe-t-il? On est en milieu basique, on a plusieurs espèces, donc faites le bilan des espèces et réfléchissez. On chauffe, donc ça a l'air d'être long. Après avoir refroidi, on acidifie. Donc là, le pH décroît. Faites bien le bilan des espèces. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une réaction acide-base qui se produit? Est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Et donc ça c'est l'étape 1. Ça c'est l'étape 2. Je vais trop vite. Donc, S2-, donc là, on va chauffage. Et donc réaction. Étape 3, pardon, donc là on diminue le pH. Qu'est-ce qui me reste à la fin? Et enfin, l'étape 4, on vous dit qu'on effectue le titrage par une solution de thiosulfate de sodium. Donc là, ici, tchac tchac, avec du thiosulfate de sodium, on vous donne au tout début, non, on vous donne le potentiel standard de S4O6 de moins, S2O3 de moins, donc thiosulfate de sodium. Je vous laisse réfléchir, qui est qui, parce que c'est bon de le savoir. Et donc, on fait un titrage, donc sachant que le thiosulfate, sachant s'il est un oxydant ou un réducteur, vous devez déjà savoir normalement ce que, à l'issue de l'étape 3, vous êtes censé avoir. Et donc, l'objectif du titrage, hein, c'est quand même de connaître quelle va être la concentration en S2-. Donc, la concentration en S2- va être liée à ce qui réagit avec S2-, allez, au moment du chauffage. Donc il va y avoir quelque chose dans la solution à l'issue de l'étape 2 qui, lorsqu'on va diminuer le pH, va peut-être se transformer et qui à la fin pourra réagir avec du thiosulfate. Donc c'est un petit peu tordu, mais il va falloir du coup bien comprendre à chaque étape ce que vous avez, et ensuite décrire les réactions, de voir si normalement vous allez travailler avec des réactions qui sont totales ici, puisque c'est bien l'intérêt, c'est d'utiliser des équations d'oxydoréduction éventuellement qui sont des réactions totales, et donc vous allez faire un titrage en fait par retour. Et donc vous allez devoir à chaque fois retourner en arrière, en fait, d'aller de cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, jusqu'à S2-. Donc c'est ça l'objectif. Okay. Donc à partir de maintenant, là, mettez sur pause et réfléchissez un petit peu.
Alors, donc, on part de I3-. On rajoute de la soude, beaucoup, on vous dit à 2 mol par litre. Donc là, c'est un large excès. Donc ça veut dire qu'on partait de 0,1 mol par litre de diiode et on forme IO3-, II- par dismutation. Donc ça veut dire que à la fin, on a IO3- et I-. Donc ça c'est la dismutation qui se produit. Donc ça, c'était l'étape 1. À l'étape 2, donc on a IO3- et I- avec S2-. Donc IO3- et I- avec S2-. S2- est un réducteur. I- est un réducteur. Donc il ne se passe strictement rien avec I-. Donc ça veut dire qu'il n'y a que S2- qui va pouvoir réagir avec IO3- pour former du I-, et S2- va se transformer en SO4-. Donc ça veut dire que, a priori par rapport à ce que l'on veut faire, si on veut connaître la quantité de sulfure de sodium, donc de sulfure, il faut que on ait plus de IO3- que de S2-. Donc normalement S2- est intégralement consommé. Donc il nous reste nécessairement du SO4-, sans doute du IO3-, parce qu'on peut pas avoir mis pile la quantité pour réagir avec S2-, puisqu'on ne connaît pas exactement combien il y en a. Et du I-. On rediminue le pH. On rediminue le pH, donc en mettant, on vous dit on acidifie la solution par addition d'acide sulfurique dilué. Donc on diminue, on ne sait pas jusqu'à combien. Ce que l'on voit, du coup, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en sera sur SO4-. Il se transformera peut-être en HSO4-, mais j'ai envie de dire, peu importe. Par contre, IO3- et I-, ben, ils vont réagir à nouveau pour former I3-. On va revoir une médium mutation. Donc là, ici, ce qui est attendu, c'est médium mutation. Donc c'est-à-dire, je vais mettre un peu en plus grand quand même, parce que sinon ça va être compliqué. Là, ici, on va donc avoir sans doute du HSO4-, SO4-, mais on va avoir du coup du I3-. Et qu'est-ce qui va nous rester? Qui est intégralement consommé quand on repasse en milieu acide? C'est pas I-, parce que I- on en a plus, puisque on a formé davantage de I-. Donc I-, on pourrait mettre plus. Il en a plus que IO3-. Donc ça veut dire que IO3-, lui, il sera intégralement consommé pour former I3- plus I-. Et donc c'est bien ça qui est intéressant, c'est que la concentration restante de IO3- à l'issue de l'étape 2 est reliée à la quantité de S2-. Cette quantité de IO3- à l'étape 2 va limiter la quantité de I3- formée à l'étape 3. Donc ce que l'on constate, c'est que ce qui est important ici, a priori, c'est sans doute de connaître la quantité de I3-, éventuellement de I- aussi, mais puisque ça sera quand même lié, parce que ces quantités-là vont être liées à la quantité de S2-. Et donc, dernière étape, on vous dit qu'on fait un réagir avec du thiosulfate, donc qui est S2O3-, qui intervient dans le couple S4O6-, S2O3-. Ça veut dire qu'on fait intervenir un réducteur. On fait intervenir un réducteur, donc de potentiel standard, on vous dit 0,09 volts, donc il est plutôt bas. On fait intervenir un réducteur, et qu'est-ce qu'on a comme oxydant? On a SO4-, ou HSO4-. Et c'est vrai qu'on vous dit rien de spécifique là-dessus d'ailleurs. On vous dit rien de spécifique. On peut éventuellement penser que ça va être lent, mais en soi, ça pourrait se faire. Oui. Et sinon, on a I3-, qui est aussi un oxydant. Ouais, ou alors on se concentre
considère qu'on est sur un pH suffisamment autour de 7 pour dire SO4 il va pas réagir parce qu'il sera avec un domaine commun de prédominance avec S2O3 Ça peut être la possibilité. Bon, effectivement, là il y a une petite ambiguïté. Il faudrait peut-être que je sois un peu plus précis sur l'énoncé en disant on est à pH autour de 7. Comme ça résout le problème. Si je suis à pH autour de 7, hein, là ici S2O3 donc on est sur 0,09. Donc là la frontière, ça va être ici S4O6 de moins, S2O3 de moins. Et donc S2O3 de moins va être avec un domaine de prédominance commun avec SO4 de moins, donc il va pas réagir. Par contre, I3- va être dans un domaine disjoint avec S2O3 de moins, donc il va réagir. Donc on va faire réagir en fait I3- pour former du coup S4O6. Donc là le titrage, hein, c'est le titrage avec S2O3 de moins et I3-. Donc la quantité de S2O3 de moins qu'on va avoir versé sera liée à la quantité de I3-. La quantité de I3- est reliée à la quantité de IO3-, qui elle-même est reliée à la quantité de S2-, donc tout est bouclé. Et donc il n'y a plus qu'à. Malheureusement, il y a un peu de travail. Donc, en vous demandant déjà la concentration de la solution en sulfure, on pourra effectuer des applications numériques intermédiaires, ou pas, hein. D'ailleurs, si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais vous pouvez le faire de manière intermédiaire. Ok, alors, on peut démarrer de la dernière étape, et puis on remonte, hein, il n'y a pas de souci. Étant donné qu'il y a des numéros d'étapes, je considérerais du coup que ça c'est le Bécher 0, ça c'est le Bécher 1, ça c'est bien le Bécher 2, ça c'est le Bécher 3, et ça c'est le Bécher 4 à l'issue du titrage. Donc pour avoir des quantités de matière qui sont à peu près cohérentes. Donc, étape 4. Donc on va avoir un titrage entre S2O3 de- et I3-. Donc on va avoir S4O6 de- donne 2S2O3 de-. J'équilibre et je vais avoir uniquement des électrons. Je vais avoir plus 2 électrons ici. Donc j'ai ça. I3-, c'est le couple I3- avec I-, puisque c'est I3- en tant qu'oxydant avec S2O3 de- en tant que réducteur. Donc là je vais avoir I3- donne 3I- plus 2 électrons aussi. Donc je fais réagir ça avec ça. Donc l'équation du titrage, ça va être I3- plus 2S2O3 de- égale à 3I- plus S4O6 de-. À l'équivalence, on va avoir la quantité N3 de I3- qui est égale à la quantité versée de S2, ou de apporter, hein, de S2O3 de- sur 2. Donc ça, j'appelle ça l'équation 1. Étape 3. Donc l'étape 3, vous avez une médiamutation. Donc on va pouvoir écrire l'équation de médiamutation. Donc, on l'avait écrite avant, je crois, de mémoire. Ah non, peut-être pas. On n'avait pas eu besoin, donc on est obligé de repartir sur les équations. Donc, la médiamutation, donc on va reformer I3- à partir de IO3- et I-. Donc on va avoir I-, enfin je vais écrire les deux demi-équations. I3- plus 2 électrons donne 3I-. IO3-
I3-, donc plus 3H2O. Cet exercice est très formateur. Donc, très honnêtement, vous n'en aurez pas des plus durs. Plus 6H+, plus 6 électrons. Donc, en termes de média mutation, je fais réagir du coup I3- sur lui-même. Donc, je vais devoir multiplier celle-là par 3. Je l'ai peut-être déjà fait. Hein. Je l'ai pas déjà fait. Est-ce que ça me dit quelque chose? Non. C'est parce que ça me paraissait tordu. Donc, celle-là x 3, celle-là x moins 1. Donc, ça vous fait 4 I3-. Plus 3H2O. Donne 9I-, plus IO3-, plus 6H+. Je suis bien en train de faire ça. Non, c'est le contraire, justement. Je suis en train de faire l'équation inverse. Excusez-moi, à média mutation, je reforme I3-. Donc c'est 9I-, pardon. 9I- plus IO3- plus 6H+, donne 4 I3- plus 3H2O. Celle-là, on s'en servira plus tard. Donc, je vais bien intervenir ça, et ça donne I3-. Donc, le bilan, qui est limitant? Parce que c'est ça qu'il faut avoir conscience. Qui est limitant? On avait dit que c'était IO3-. I3-, on en avait 0 à la base. Et donc, à l'état final, soit vous faites un tableau d'avancement, soit vous raisonnez, hein, c'est que vous allez avoir, du coup, la quantité finale de I3-, donc N3 de I3-, qui sera égale à la quantité initiale fois 4, donc 4N2 de IO3-. Je vais avoir 4 fois plus de I3- que j'avais initialement de IO3-, oui, je dis bien de IO3- à l'étape 2. Donc si je réutilise ce qu'on avait avant, ça veut dire que en injectant 1, je vais avoir que c'est égal à n versé de S2O3 2- sur 2. Donc je vais avoir N2 de IO3- IO3- qui est égal à n versé de S2O3 2- sur 8. Et ça, je vais appeler ça l'équation 2. Donc là, j'ai fait le lien entre 4 et 2. Là, je suis sûr que vous êtes toujours content. Donc, ce que j'ai du coup, au final, hein, c'est la quantité de IO3- que j'avais à l'issue de la réaction avec S2-. Donc maintenant, étape 2. Donc, l'étape 2, c'est la réaction, on l'a dit, entre... C'est vraiment chiant ce logiciel des fois. Entre S2-, donc qui est un réducteur, avec IO3-, qui est un oxydant. Donc c'est S2- avec IO3-. S2- avec IO3-. Donc
S de moins, il va être transformé, toujours d'après le diagramme, il va être transformé en SO4 de moins. Donc c'est le couple SO4 de moins, S de moins, et IO3 moins sera réduit en I moins. Donc S de moins avec SO4 de moins. Donc SO4 de moins avec S, les deux sont en haut, avec S de moins, et là ici je vais avoir 4H2O, là je vais avoir 8H+, plus 8 électrons. Je vais ensuite reprendre IO3- avec I-, donc plus 3H2O, plus 6H+, plus 6 électrons. Donc je fais réagir IO3- avec S2-. Là ici, je dois multiplier celle-là par 2, celle-là, donc pour avoir... non, pas par 2, je dis une bêtise. Par 4, et elle par 3. Par moins 3, et elle par 4. 6 fois 4, 24, 3 fois 8, 24. On est bon en termes d'électrons. Donc, ça me fait 4 IO3-, 4 IO3-, plus... Alors, les H+, vont tous se simplifier, donc eux, on n'en parle plus. Les H2O, 3 x 4, 12, 4 x 3, 12, est-ce qu'ils sont au même endroit? Donc eux, ils sont pas au même endroit, donc là, ça pose... Si, justement, ça va se simplifier aussi. Donc là, c'est pareil, les H2O se simplifient, donc 4 IO3- plus S plus 3 S2- donne 3 SO4 de- plus 4 IO3-. Si je me suis pas planté, normalement ça fait le bon compte, donc on a 4I, 4I, 3S, 3S, 4O3 et 3O4. Ah, j'ai pas le bon compte de haut là. Ou est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai peut-être simplifié trop vite. C'est pour ça que c'est toujours bien de vérifier. Donc là, j'aurai 6 x 4, 24 H+, et 3 x 8, 24 H+, à droite. Donc ça, c'est bon, c'est moi qui sais pas compter. SO4 de- 4H2O, 8H+. Ça c'est bien équilibré. IO3- plus 6H+. En termes de charge, je suis bon aussi. Ah bah c'est parce que c'est pas des IO3-, c'est des I-. Voilà, c'est tout. Je suis sûr que vous étiez derrière votre écran en train de dire mais monsieur, c'est IO3-. Ouais, ça me manque le contact avec les élèves. 4 I-3- plus 3S2-, 3S4 de- plus 4 I-. Donc là on est bon. Étape 2. Et donc, à l'issue de l'étape 2, donc on a donc formé des I-, et on a consommé une partie de IO3-. Donc a priori une partie et pas tout. Donc là éventuellement un petit tableau d'avancement, donc un état initial, état final, on suppose la réaction totale. Donc initialement j'ai une quantité que je vais appeler N1, puisque c'est à l'issue de l'étape 1 de IO3-. Là ici je vais avoir un N1 de S2-, c'est ce que j'ai apporté à l'issue de l'étape 1. Et là je vais donc avoir N1
de IO3 moins 4x, moins 4xi. Et là, je vais avoir n1 de S2 moins 3xi. Et ça va valoir 0. Donc, on suppose la réaction totale. Et S2 moins limitant. C'est tout ce dont j'ai besoin, puisque j'ai pas besoin de connaître la quantité de I-. Donc, et ça c'est N2. N2 de IO3-. Donc N2 de IO3-, c'est égal à N1 de IO3-, moins 4 fois xi, et xi c'est N1 de S2- sur 3, donc moins 4 tiers de N1 de S2-. Donc, si je réinjecte ce que j'avais avant, N2 de IO3-, je l'ai là, c'est N versé de S2O3 sur 8, donc ça c'est N versé de S2O3 sur 8, c'est donc égal à N1 de IO3-, moins 4 tiers de N1 de S2-. Ce qui est un peu pénible dans cet exercice, c'est pas tant la complexité des modes opératoires que des coefficients stoichiométriques qui sont un peu complexes. Donc ça, je vais appeler ça l'équation 3. Donc on voit que c'est presque terminé, parce que ça, du coup, c'est ce qu'on cherche. Ça, je connais. Et ça va être l'étape 1. Et avec l'étape 1, ce sera terminé. Donc, étape 1. Étape 1, c'était la réaction de dismutation. Tiens, d'ailleurs, je l'ai effacé. Oui, j'avais dû l'effacer. Ah non, elle est là. Ah, toute l'importance d'une souris. Donc l'étape 1, c'était bien la réaction de dismutation. De I3-. C'est pas équilibré mon affaire là. Ah, j'espère que je ne m'ai pas planté avant. Aussi. Putain. Là c'est IO3-, c'est 3 IO3-. Là je pleure. 9H2O. Ouais. Je me suis planté. Donc 3 IO3- donne I3-, donc là je suis bon en I. C'est pour ça que des fois je revérifie quand même quand j'ai équilibré, et là je l'avais pas fait sur cette étape là. Bon, ça va changer quelques coefficients normalement, mais pas trop. Donc 3 IO3- donne I3-, ça c'est bon. 9H2O parce que c'est 3 x 3, 9. Donc 9 x 2, j'ai 18. 18H+. Et là je vais avoir du coup donc 3- I3-, donc 16 électrons. Ah oui, je l'avais écrit tout à l'heure, cette demi-équation électronique. Donc, j'ai ça. Et donc, là par contre, ça là, je suis obligé de la multiplier non pas par 3, mais par 8. Je vais quand même revérifier que je suis bien en train de faire I3- en I- et IO3-.
Ah mais c'est moi qui suis en train de craquer. Je vais reprendre le diagramme potentiel pH. Donc IO3- en I3- et I3- en I-. I3- en I- et IO3- en I3-. Donc ouais, si c'est bon. C'est bien ça. Et donc je fais bien la médiabutation, donc entre I- et IO3-. J'ai quand même pas le souvenir que c'était des coefficients aussi merdiques, mais comme quoi, mon souvenir était mauvais. Donc là ici, 3- avec un moins, ça fait bien. Ouais, j'ai pas 16 électrons. Là ici j'ai 15 plus. Donc là j'ai 16 électrons. Si, c'est ce que j'avais dit. Donc 15 plus 16 moins, ça fait bien moins. Oui, il faut vraiment que j'aille dormir. Donc je fais bien effectivement la première fois 8. Donc il me reste 3 fois 8, 24 I-. What? 24 I- plus 3 IO3-. Là ça va faire la même. Non, ça va peut-être pas faire la même chose. J'aurai un facteur en plus. Plus blabla H+, 18 H+, donne 8 plus 1, 9. Plus en termes d'H2O, j'en ai 9. Je vais vérifier que c'est équilibré. 24 et 3, ça fait 27. 3 fois 9, 27 I, ça c'est bon. Les oxygènes, j'en ai 3 fois 3, 9, j'en ai 9. Les H, j'ai 18 plus 9 fois H2, ça c'est bon. Et en termes de charge, j'ai 24 moins plus 3 moins, donc 27 moins plus 18 plus, ça fait 9 plus. Non, ça fait 9 moins, pardon. Avec 9 I3 moins. Donc ça c'est bon. Ça, check. On est bon. Et donc, cette réaction-là, donc il nous faisait intervenir la quantité de IO3- par rapport à la quantité de I-. Donc la quantité de I- que j'ai, ce ne sera pas un facteur, c'est pour 3 IO3-, j'ai 9 I3-. Donc là j'ai un facteur 3 qui intervient. Donc 3 N2. Voilà, donc là ça fait 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6 ici. Ok, donc cette équation-là, c'est bullshit. Et donc, il faut la reprendre de là à l'envers. Donc 9 I3-, plus 9 H2O. Ça doit simplifier peut-être même par 3, hein, toute cette équation. Non, ouais, c'est simplifié par 3 en fait. Du coup, c'était plus simple à écrire. Je sais pas pourquoi. Oui, ça simplifie qu'a posteriori, hein, ça ne peut pas se voir tout de suite. Donc 9 plus 9, ça fait 18 H+, plus 3 IO3-. Plus 24 I-. Si je dis pas de bêtises. 24 I-. Oui. Ok. Et donc là, pour I3-, on vous disait qu'on partait d'une solution de diode à 0,1 mol par litre. Donc on raisonne bien en termes de quantité de matière. Hein. Donc je connais la quantité de matière de I3-, et j'ai besoin de connaître la quantité de matière de IO3-. Donc là ici, on va avoir N0 de I3-. Si pour 9 j'en donne 3, ça vous fait N1 de IO3- sur 3. Donc c'est ça qui me reste. Et donc, dans 3, si je réinjecte dans l'équation 3, je vais avoir N versé
de S2 au 3 de moins sur 6, qui est égal à la quantité initiale de I3- fois 3, moins 4 tiers de N1 de S2-. Donc, là ici, ben, j'ai tout ce qu'il me faut, puisque il me reste plus qu'à isoler N1 de S2-, ça va être égal à 3 quarts de 3N0 de I3-, moins N versé de S2 au 3 de moins sur 6. Vous pouviez faire effectivement des applications numériques intermédiaires. Donc ça fait, ça simplifie un petit peu, ça vous fait 9 quarts de N0 de I3-, moins le 3 sixième, ça se simplifie, ça vous fait 1,5, donc 1 huitième, moins N versé de S2 au 3 de moins sur 8. Je ne garantis pas à 100% l'absence d'erreur. Si vous en voyez lorsque vous lisez ça, merci de me le signaler, que je corrige. Numériquement, donc ce que je veux, c'est la concentration. Donc ça, c'est du coup, on vous dit 20 millilitres. Donc le C que je cherche fois V de S2-, c'est égal à ça. Donc le C que je cherche, ça va être 1 sur V de S2- fois ce qui précède. Donc numériquement, ça donne quoi? Ça donne 9 quarts fois N0 de I3-, c'est-à-dire 20 millilitres fois 0,1 mol par litre, moins le tout du coup sur V de S2- qui était 20 millilitres aussi. Moins N versé de S2 au 3 de moins, c'est-à-dire la concentration fois le volume versé, donc 1,010-1 fois 22,4 sur 8. Le tout sur 20, donc constatez que j'ai laissé là ici les volumes en millilitres parce qu'ils vont se simplifier. Que vous mettiez en litres ou millilitres, ça change rien. Par contre, les concentrations sont bien en mol par litre. Et donc, qu'est-ce qui me reste à la fin? Je vais faire une petite pause. Et donc on aboutit à 0,21 mol par litre si je n'ai pas fait d'erreur de calcul littéral ou numérique. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si j'ai pas fait d'erreur, je me relirai demain matin. Mais en attendant, c'est ce que je peux vous proposer ce soir. Donc cet exercice, il est pas simple sur la fin, hein, vous l'avez compris, si en plus on peut faire parfois des petites erreurs sur les équilibres chimiques. Donc déjà bien découper les différentes étapes, essayer de bien comprendre qualitativement ce qui va se passer. Juste une petite ambiguïté sur le titrage, où effectivement on pourrait éventuellement titrer le soufre, mais là il faudrait qu'on vous précise vraiment qu'on est à pH 7. Et après, donc vous équilibrez, vous écrivez vos équations. Si vous avez des doutes, vous faites des tableaux d'avancement au besoin. Bon, pour les relations d'équivalence, normalement, il n'y a pas trop besoin. Pour les réactions qui sont totales, il suffit de réfléchir un petit peu sur les quantités, mais voilà, en vous plantant pas sur les équilibres. Donc vraiment, hein, ça arrive de faire, vous voyez, hein, bon, je suis fatigué, mais ça arrive quand même de faire des erreurs de demi-équation électronique, donc à la fin, recontrôlez quand même que vous avez bien tous les éléments, parce que c'est quand même un peu dommage. Et donc là, j'ai travaillé complètement en littéral, mais on aurait très bien pu travailler en numérique totalement, hein, puisque là, pour l'équation 1, on avait ce qu'il fallait pour calculer N3 de I3-, que je réinjecte dans l'équation que j'obtiens à l'étape 3, que je réinjecte dans l'étape 2, sauf qu'il me manque la quantité de N1 de I3-, qu'on calcule via l'étape 1, et puis c'est terminé. Ce que l'on constate en tout cas, c'est que l'expression est pas si compliquée, malgré plusieurs étapes. Bon. S'il y avait des calculs d'incertitude, là ce serait autre chose, parce qu'il faudrait prendre en compte vraiment toutes les étapes intermédiaires, mais c'est pas le cas ici. Voilà, ça termine ce bel exercice.